Le Rassemblement national égale la France insoumise? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Vous savez, c'est la théorie du fer à cheval, hein, les extrêmes se rejoignent, les extrêmes font très peur, les extrêmes sont anti-vax et pro-Poutine. Vous avez déjà entendu ça 30 000 fois dans la bouche de Raphaël Enthoven. Et il y a eu une intervention sur Public Sénat de quelqu'un qui nous explique un peu les différents types de populisme incarnés par le RN et par la France Insoumise. Et nous, on voulait revenir là-dessus parce que vous savez qu'on est des analystes politiques, notamment de la stratégie de la France Insoumise et même des autres stratégies, et de la stratégie du RN. On a montré comment ça peut évoluer. On a montré comment Bardella, par exemple, porte une stratégie différente de celle de Le Pen. Et du coup, on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui pour voir ce qu'on peut en tirer pour 2022 et puis même pour informer les gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ça. Chris, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt à réagir à tout ça? Bah, ça va déjà. Ouais, je suis prêt, parce que c'est un vieux sujet qu'on a un peu tous les 2, qu'on n'a jamais vraiment traité en tant que tel, la moïsation. Nous, ce qu'on pense, c'est que avant la moïsation, il y a cette phase de confusion et qui a fait émerger les populismes. On dit souvent que 2017, c'est vraiment la campagne de l'avènement des populismes. On a, le populisme, on va dire de droite, d'extrême droite, qui s'incarne chez Marine Le Pen, qui arrive au second tour pour la première fois. Il y avait Fillon, qui était aussi dans une carte, enfin, qui était historiquement la droite, mais qui avait joué quelque chose de. Tu te rappelles les mains blanches, il s'était attaqué à Sarkozy, tu sais, enfin voilà, genre, Oui, oui, si on oui. est mis en Moi, examen, tu vois, on voilà. peut pas être candidat, oui. Donc il y avait ce côté-là un peu démago, quoi, qui est des fois un petit peu poreux avec le populisme. Il y avait donc Mélenchon, qu'on a vu comme populiste, qui se disait pas de gauche. Je vais expliquer pourquoi ensuite après. Et puis moi, il y avait ce que j'appelle le populisme bourgeois. C'est vraiment Macron. C'est, tu sais, celui qui se dit ni droite ni gauche, mais pour les élites, quoi. Tu vois, une Mm. espèce de. Il y a une technocratie, il y a un peuple du milieu, là, celui qui gère, qui est au-delà des clivages idéologiques, qui est là pour résoudre Même des au-delà des problèmes. clivages nationaux, tu vois, Glucksmann est un peu Voilà. là-dedans quand il dit je me sens Mhm. plus chez moi à New York ou à Londres qu'en Bourgogne. Tu vois très bien quelle classe c'est une classe qui se pense presque universelle parce qu'elle est au-dessus en fait du reste de l'univers et du reste de la population. C'est ça, et qui se voit pas comme une classe, parce que déjà, il y a que la classe prolétarienne qui se pense comme une classe et qui se revendique comme une classe. La classe bourgeoise nie les classes par définition, c'est son moyen de rester. Ce serait déjà trop transparent pour elle de dire on est une classe et on mène la lutte de notre côté, quoi. Tu vois, Mm. ce serait déjà reconnaître la réalité du monde. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant parce que, l'extrait, il dit plein de choses. Il me semble totalement anachronique. Bah, pour moi, je te dis, ça c'est vraiment une période passée il y a 10 ans, presque 10 ans. On va en reparler, ouais. Voilà, et là, nous, c'est la moïsation. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont en train de ressortir ça 10 ans après, parce qu'en fait, ils sont un peu perdus et du coup, ils veulent diaboliser, donc ils utilisent ça. Donc, je trouve que c'est intéressant. Bon, du coup, on va passer au fameux extrait sur Public Sénat qui tweet populisme, quelle différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, avec un analyste qui est politologue. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup évolué depuis qu'il a créé d'abord le parti de gauche, Ouais. puis la France Insoumise. Je le dis dans le livre, il y a 2 tournants, 2014 Donc c'est Marc Lazare, professeur émérite à Sciences Po. et puis 2019. Et c'est très intéressant parce que tout populisme est lié à une conception de la nation. Bon, déjà, c'est assez dense, hein, parce qu'il dit ça a beaucoup évolué, mais il renvoie Mélenchon au populisme. Comme Le Pen, est-ce que Le Pen aujourd'hui est toujours dans une stratégie populiste? Un petit peu, mais on sait que ça évolue quand même, et même Mélenchon évolue aussi par rapport à ça. Donc je pense que sa phrase est un peu bizarre de dire Mélenchon a évolué, mais ça reste des populistes, et donc il faut parler de la nation. Mais on va le laisser parler. Et ce que veut faire actuellement la France Insoumise, c'est le nouvel objectif, c'est l'idée, nous sommes aussi la France, nous sommes le peuple, parce que le populisme a une dimension de souverainisme et de nation, mais ce n'est pas la même nation que le Rassemblement national. Et ça, ce qu'il dit, un Français sur 3 est d'origine étrangère, ça vient d'un meeting. Et là, c'est intéressant parce que justement, c'est le débat que nous, on avait. Je pense que Mélenchon a changé, il est plus populiste, il est peupliste. C'est plus tout à fait pareil. Il était en 2017, ça c'était quelque chose de très important, on l'a vu. Il y a eu des livres là-dessus de Chantal Mouffe, tu sais, le populisme de gauche. C'est aussi une théorie qui avait beaucoup infusé chez Podemos avec Inigo Errejón. Il y a Iglesias, on a parlé d'Iglesias qui était un des leaders de Podemos. Et donc il y avait de l'autre côté Inigo Errejón qui, lui, est ensuite parti de Podemos pour faire Mas País, justement dans une logique de populisme de gauche, c'est-à-dire de sortir du clivage gauche-droite, ni droite ni gauche. Stratégie qui a plutôt échoué, voilà, dont on peut faire la critique, qui est une stratégie qui est de la pure stratégie politique. Et d'ailleurs, Mouffe le dit bien, hein, le peuple, c'est un signifiant vide. C'est-à-dire, on y met ce qu'on veut dedans.
Ça, c'est le populisme de gauche qui était 2017, un peu avant 2017. Mélenchon est sorti de ça. Je crois qu'il a fait la critique de Mouffe. Justement, dans ses derniers travaux, il a essayé de donner une matérialité. Tu sais, il se revendique du matérialisme historique et de son actualisation. Il a Oui, essayé de donner par une rapport au réseau. matérialité avec les réseaux. Ce seraient tous les gens qui seraient, si vous n'avez pas vu, on avait fait des capsules là-dessus, et notamment un débat à l'époque avec Raz et Cassandre, et on parlait justement de cette idée de réseau. En fait, Mélenchon met en avant les réseaux comme la nouvelle centralité du 21e siècle, c'est-à-dire il dit les gens, ce qu'ils partagent avant toute chose, c'est leur dépendance au réseau du collectif, par exemple à l'eau courante, à l'électricité, à Internet. Et nous, la critique qu'on faisait, c'était que tout le monde en fait dépend du réseau, c'est-à-dire que le type qui gagne 15 000 balles par mois à côté de chez toi, qui est en campagne et tout, peut-être qu'il a pas trop accès à certains réseaux et pourtant il gagne 15 000 balles par mois et pourtant il y a des gens qui seraient peut-être au RSA dans des grandes villes et qui auraient plus accès à certains réseaux. Je pense par exemple à des réseaux comme les transports en commun, tu vois, Ouais. transports en commun qui peuvent être gratuits dans certaines villes et inexistants dans certaines campagnes. Et puis, du coup, parce qu'il y avait une sorte d'invisibilisation de la classe dans cette analyse des réseaux. C'est-à-dire que, encore une fois, le gars qui est un petit patron ou même un patron qui exploite des gens, avec cette définition de dépendance au réseau, en fait, il dépend autant des réseaux que le type qu'il est en train d'exploiter. Et donc, on finit par dire ah ouais, mais ils sont dans le même camp. Donc, le gars, en fait, qui gagne 8000 balles par mois parce qu'il est propriétaire de 5 restaurants, comme il vit dans le même endroit et qu'il dépend aussi d'internet, de l'électricité, de je sais pas trop quoi, on va dire qu'il est parmi le peuple avec le type qui est au SMIC, qui est employé par lui, tu vois? Et donc en fait, on a une éviction de la conflictualité de classe et on a une sorte de gloubi-boulga où le peuple devient énorme et les seules personnes qui sont en dehors des réseaux, c'est la théorie, du techno-féodalisme, c'est les ultra milliardaires, le mec qui est, je sais pas, propriétaire de Google et tout, bah ouais, lui, il peut faire le choix de couper les réseaux à certaines personnes parce que ouais, il est propriétaire d'un énorme réseau de Twitter, de je sais pas trop quoi, de Total, enfin voilà. Donc on se retrouve avec un conflit un peu peuple versus élite qui nous semblait brouiller les pistes au niveau programmatique parce que contenir en lui-même des gens qui ont des intérêts différents et qui, de fait, on va empêcher d'avoir un programme qui pourrait, par exemple, attaquer la propriété privée lucrative. On ne peut pas, à partir de cette définition du peuple, attaquer quelqu'un qui aurait 5 restaurants ou quelqu'un qui aurait 30 appartements en location. On peut pas parce qu'ils dépendent tous les deux des réseaux. Il n'y en a aucun des deux qui est un ultra milliardaire. Et c'était ça la critique qu'on faisait un peu. Ouais, mais t'as carrément raison. Justement, si on regarde dans les modes de production, en fait, le réseau, c'est ce qui crée l'interconnexion entre les individus et les groupes sociaux. C'est-à-dire que le réseau, si on veut le comprendre, en fait, il a plutôt du sens par rapport à l'état du mode de production. Le mode de production archaïque, libéral, est un mode de production avec des petites manufactures, des très petites manufactures enchevêtrées par des petites routes sur lesquelles tu peux naviguer avec très peu de communication, juste un peu de liaison par la marche, par le cheval. Et puis ensuite, le mode de production industriel commence à penser la route, le train, un réseau beaucoup plus étendu. Le mode de réseau du Fordisme, de la consommation, lui, nécessite que tous les acteurs puissent retrouver des points de consommation, donc va aller chercher la route, c'est là où on va avoir l'hégémonie de la voiture, tu vois, typiquement, l'hégémonie de la voiture n'est pas ce qui définit un groupe politique dans le Fordisme. C'est justement le fait que chacun des individus pour consommer, parce que l'état de la consommation de masse nécessite effectivement un point de consommation central, le fait que tout le monde puisse y aller, le fait qu'on puisse être adéquat de mettre 100 litres dans un frigo, donc 100 litres dans un coffre, donc la voiture. Donc le réseau est plutôt le mode de distribution et d'interconnexion des classes entre elles. En tant que marxiste, qu'on va dire, ce n'est pas ce qui définit la classe. Ce qui définit la classe, et là on revient à un marxiste, c'est le rapport dans l'appareil de production, la façon dont on reproduit ces ressources. Non pas la façon dont on consomme des ressources, mais la façon dont on reproduit l'accès à ces ressources. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une similitude d'accès au réseau ou d'accès à la consommation entre un petit bourgeois, même un riche par exemple, même un riche, un bourgeois et un prolétaire. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que les trois se retrouvent au stade. Les trois se retrouvent au stade. Donc ils vont payer une place de stade. Alors ils vont pas payer la même place, hein. Il y a la tribune présidentielle, les virages, mais ils vont tous les trois payer une place. Imaginons même que pour une raison spécifique, voilà, il n'y a plus de place, il n'y a plus de passe droit, ils achètent la même place. Ils vont se retrouver dans un processus d'accès à la consommation, d'accès à une ressource déjà créée, c'est ça la consommation, dans le même rapport. Ils vont aller selon l'état du mode de production,
à une certaine époque au guichet. Tu sais que je suis très vieux, hein, tu sais, quand j'étais petit, nous, on allait acheter les places au supermarché, tu vois, à l'entrée, là où on achetait les tickets, tu vois, il n'y avait pas Internet, voilà. Aujourd'hui, c'est sur Internet, mais ils vont avoir la même chose. Il n'y a pas un mode de consommation pour les riches, un mode de... Voilà, ça, c'est le réseau. Ce qui va faire la différence de classe, alors soit on peut dire, bah voilà, vu qu'ils ont cette même activité-là, et c'est pas inintéressant, ils ont cette même activité-là. Oui, tu parlais de richesse en plus de ça, il y a même des prolétaires qui sont pas riches, mais je veux dire, Voilà. quand c'est BFM TV, ils disent les cheminots ils gagnent 4000 balles par mois, c'est des conneries. Mais je pense que les cheminots, en moyenne, ils doivent gagner, je sais pas, peut-être 2500, tu vois. Enfin, parce qu'ils ont des conquis sociaux, parce qu'ils ont de la pénibilité, donc ils gagnent un peu au-dessus du salaire médian, je crois. Hein, je veux pas. Ouais, Si c'est vous ça. êtes cheminot et que vous connaissez le salaire moyen du cheminot, dites-le. Et Mais puis ça le dépend de salaire médian, l'ancienneté aussi. ça dépend de l'ancienneté. Mais il y a des prolétaires qui gagnent leur vie correctement. Il n'empêche que, en tant que prolétaires, ils reproduisent leur vie à travers des activités dont ils ne sont pas forcément les maîtres, on va dire, dont ils ne C'est ça. choisissent pas comment l'activité est formée, dont ils ne choisissent pas comment la marchandise produite va être consommée, même va être produite, et c'est tout ça qui fait que ce sont C'est des ça. prolétaires. Alors que les bourgeois, eux, peuvent choisir ça pour les autres, et peuvent même s'extraire du travail, ce que les autres ne peuvent pas faire. Et c'est justement, pour reprendre l'exemple, donc là, soit vous considérez que cette dépendance au réseau, cette façon dont on est interconnecté à la consommation, à la vie sociale, quoi, faites-vous une similitude et donc vous faites un sujet collectif avec ça. Là, vous dites, bah oui, ils ont la même façon de consommer, ils consomment la même chose, donc il y a une similitude. Ce que va dire le marxisme, et tu l'as dit un petit peu en substance, c'est non. La question fondamentale, c'est comment vous avez créé les ressources pour avoir cet accès. Et les 60 euros que vous allez mettre dans une place en tant que prolétaire, les avoir créés en ayant vendu votre force de travail en tant que salarié, en vous ayant auto-exploité en tant que petit bourgeois ou en ayant créé de la plus-value en tant que bourgeois exploiteur de force de travail, ces 60 euros-là que vous allez utiliser dans le même réseau pour le même objet de consommation, c'est la façon dont vous les avez gagnés qui va en substance fabriquer les classes, c'est ce qu'on appelle le rapport social, et justement qui va montrer une lutte des classes entre elles. Donc cette similitude apparente des réseaux, comme on l'a dit, est un aspect d'interconnexion de vie sociale et de consommation qui n'est pas le cœur de la division en sujet collectif pour nous marxistes en classe. Nous, c'est la manière dont on va gagner cet accès au réseau et qui est pour nous fondamental justement dans la lutte parce que la manière dont on le gagne, ça veut dire que c'est pas certains ont accès ou non au réseau. Par exemple, tu vois, typiquement, il n'y a aucun intérêt ou très peu pour les GAFAM aujourd'hui, de ne pas rendre le réseau accessible. Ce serait perdre de l'argent. Les gens disent, mais à un moment donné, ils peuvent vous le couper. Mais se couper l'accès au réseau, c'est se couper l'accès à une certaine forme de consommation. C'est comme si quelqu'un disait, il y a le réseau de grande distribution, je sais pas, Leclerc ou Système U, à un moment donné, il va faire en sorte de réduire son nombre d'accès, ses magasins, etc. Ce serait problématique. Ça n'aurait aucun sens en termes de développement économique. Alors que justement, la bourgeoisie, elle, dans l'accès à la fabrication de cet accès au réseau, l'accès au salaire, l'accès aux ressources, à la marchandise, à la valeur d'échange, il est fondamentalement obligé de le restreindre et de bien l'utiliser, voire même de le réduire pour pouvoir augmenter la marchandise travail, tu vois. Au-delà de ça, il y a un piège, je trouve, sur cette histoire de réseau. C'est que si tu pars du principe que le problème, c'est l'accès au réseau et donc l'accès à la consommation, tu peux très bien faire un programme minimal. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas parfois de la fille qui dit on va donner aux gens l'accès à la consommation et ce sera bon. Bah, évidemment, c'est mieux si tu as accès aux soins, au transport, à l'énergie, à l'eau et tout. Évidemment que c'est mieux. Mais tu n'oreilles pas le capitalisme qui, à terme, va faire en sorte que bah, si tu as ces droits-là, c'est peut-être que d'autres ne les ont pas, tu vois. Si tu as ces droits-là, c'est peut-être que dans 10 ans, tu les auras plus. Si tu as ces droits-là, c'est peut-être parce qu'on est en train d'hypothéquer sur l'avenir au niveau climatique ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, faire croire que la matérialité, hein, ce que fait Mélenchon, est principalement centrée sur l'accès au réseau, c'est aussi s'empêcher de dire, ben, au lieu de juste augmenter le SMIC, qu'on va se réapproprier les moyens de production, qu'on va se réapproprier les décisions sur la production ou des choses comme ça, ce que fait au final assez peu la France Insoumise. La France Insoumise a un programme qui contient pas ou très très peu de nationalisation et qui est un programme au final assez minimal sur ce plan-là et je pense que c'est pas étranger à cette histoire de réseau. Je vais rajouter un truc sur pourquoi on parle des classes, ça me fait penser à ça. Pourquoi aussi on va pas simplement identifier les gens par rapport à leur mode de consommation ou leur vie sociale, qui peuvent effectivement recouvrir, malgré les différences de classe, des choses extrêmement similaires et permanentes. Parce qu'en fait, les modes de consommation ne portent pas en eux-mêmes de dépassement. La force d'un sujet collectif et dans son rapport de production, c'est qu'il est empêché souvent dans la lutte d'exprimer ses propres aspirations. Et le prolétariat, lui, c'est pas son mode de consommation qui le projette vers le futur, c'est en fait
sa capacité à prendre le monde dans la totalité, à transformer le monde sans exploitation, dans la totalité, pour tout le monde, avec le maximum de socialisation, avec le maximum de coordination, qui est empêché par effectivement les intérêts de la bourgeoisie qui portent en elle-même un autre mode de production. Et quand on va sur le mode de consommation, eh bien, on ne voit pas cette projection-là. On ne voit pas le communisme qui est dans la classe ouvrière, le marché qui est dans la classe bourgeoise et petite Oui, on bourgeoise. est sur un truc statique un peu. On voit sur quelque chose de statique, et donc le dépassement ne se fait que de manière un peu idéalisante. Et tu vois, il n'est pas là empiriquement, il n'est pas porté par une classe, etc. Et ça, c'est aussi ce qu'on va critiquer chez des gens comme la gauche en général, mais même C'est la un truc qui France insoumise. qui se rapproche de l'aumône, hein. C'est On ça. va redonner de la consommation un peu à tout le monde, mais ce on, c'est quoi? C'est des bons samaritains? C'est une petite élite qui serait bonne? C'est une bonne élite qui va donner, soit se réapproprier les moyens de production, qui va donner un peu de la consommation à tout le monde et de l'accès à la consommation à tout le monde. C'est quand même étonnant, tu vois, comme vision du monde. C'est ça, c'est genre on va soigner le réseau, ou on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'accumulation, ou qu'il n'y a pas des gens qui s'en emparent, comme s'il n'était pas lui-même, comment dire, un certain état d'équilibre de la lutte des classes entre elles, tu vois, et d'une certaine forme de lutte des classes. Le réseau, comme on l'a dit tout à l'heure, le réseau de consommation avec une voiture, avec les supermarchés, porte en lui-même un équilibre entre l'état de la classe ouvrière sous le plein emploi après la guerre, etc. C'est pas un état normal d'organisation de l'humanité en dehors du mode de production. Et cette Ouais, puis critique-là, le il faut la réseau faire permet grandement. d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que demain, si Internet était inaccessible, tu vois, aux particuliers, je peux te promettre qu'il y aurait des trucs genre Amazon qui feraient en sorte de faire du Internet pas trop cher pour que les gens puissent avoir accès à Internet Bah, parce bien qu'ils sûr. dépendent d'Internet eux-mêmes, tu vois. C'est presque un peu complotiste de penser que demain on va nous enlever le réseau d'eau. En fait, pour que l'économie tourne, il faut qu'on ait accès au réseau d'eau, il faut qu'on ait accès au réseau électrique, il faut qu'on puisse aller faire nos courses, il faut qu'on puisse aller sur Internet. Et il n'y a pas des gens qui essaient de nous empêcher d'aller sur Internet et de mettre Internet le plus cher Bah, possible. Parce que sinon, toute une partie de l'économie s'effondre, en fait. Il faut quand même que ça reste accessible, tu vois. ton exemple, il est vrai, hein. Il y avait un fournisseur, si vous êtes vieux, vous le savez, avant Orange, qui s'appelait Wanadoo, c'était France Télécom, voilà. C'était pas illimité, c'était beaucoup plus cher. C'est l'intérêt privé, et le fait qu'on le laisse aux intérêts privés, et le fait que le public soit en concurrence avec des intérêts privés, c'est l'intérêt privé qui a fait du dumping. Free qui a inventé l'offre 29,99 € à l'époque, illimitée, etc. Justement pour s'emparer du réseau. Et pour que le réseau fonctionne, il suffit pas simplement d'en être propriétaire, il faut donner l'accès aux gens. C'est comme si vous étiez propriétaire d'une autoroute et que vous empêchiez les gens d'y aller. Mais ça n'a aucun intérêt sur le plan, sur le plan économique. Cette propriété privée des réseaux, c'est pas, comment dire, un état du capitalisme, c'est l'état normal des moyens de production et de sa gestion dans le mode libéral, néolibéral et capitaliste. Ça n'a rien d'une phase nouvelle. Et ça, ce qu'il dit, un Français sur 3 est d'origine étrangère, ça vient d'un meeting qui s'est déroulé à Évry-Courcouronnes au moment des élections européennes, où il y a un député qui a, devant la foule rassemblée, à un moment donné, a regardé la foule et a dit « Levez la main tous ceux qui ont un ascendant étranger ». Il y a eu une forêt de mains qui s'est levée et il a lancé ce slogan « On est chez nous ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'actuellement, la France insoumise essaye de prendre le mot d'ordre du Rassemblement national, même du Front national, pour dire nous sommes pour un peuple. Ouais, ça c'est intéressant. C'est le côté Nouvelle-France, hein, de Mélenchon. Là, tu vois toute cette dynamique de, pareil, on peut faire la critique, mais dans cette dimension matérialiste, de penser ce peuple politique et matériel. Là, Mélenchon, vraiment, pour moi, il va vraiment puiser dans une tradition française, tu vois, vraiment la tradition révolutionnaire française. Justement, le peuple, c'était vraiment cet agrégat qu'on appelait aussi le tiers-État, mais qui se pensait déjà comme un autre sujet collectif et qui voulait faire son unité. Au sein du tiers-État, il y avait le haut tiers, le bas tiers, il y avait déjà une bourgeoisie, il y avait déjà un proto-prolétariat, voilà, il y avait effectivement beaucoup de commerçants, il y avait les paysans, tu vois. Et cette naissance de l'idée du peuple, tu vois, il y avait le parti de la nation, le parti du peuple, on a pensé la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Et là, c'est ce passage du populisme purement discursif de Chantal Mouffe, tu vois, de 2017. Pourquoi c'est derrière? Je veux juste le rappeler. En fait, la campagne de 2017, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire croire que c'était une campagne ni droite ni gauche, etc. En fait, si on regarde bien, c'était une campagne purement à gauche. Le programme, les thèmes, etc. Enfin, vraiment, c'était vraiment une campagne purement à gauche. Il y a un truc que n'a pas fait Mélenchon dans ce moment-là, c'est de mobiliser le signifiant gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sortait de Hollande. On sortait de Hollande et que le mot gauche était de fait totalement dévoyé. Et que lui, arrivant du front de gauche, du parti de gauche, c'est lumineux de sa part d'avoir fait cette stratégie-là, de dire on ne peut pas se pointer en se Bah, disant bien sûr. front de gauche et parti de gauche
Donc c'était France Insoumise, après Hollande qui a incarné la gauche et il l'a dévoyée. Mais si on regarde en fait les analyses politiques, les analyses électorales, on l'a regardé, en fait le peuple, et nous, dans le graphique on le voit, les gens qui ont voté, le bloc populaire, les classes sociales qui ont voté, sont des gens qui votaient historiquement à gauche, sont des PCS qui sont historiquement de gauche, et le programme était un programme totalement de gauche. D'ailleurs, c'était un programme par exemple qui était plus radical que maintenant sur la critique de l'Union européenne, mais moins qu'en 2012, tu vois, moins qu'en 2014 et tout. Donc, beaucoup moins populiste que ce qu'on croit. Mais ce populisme-là, cet appel au peuple, c'était un moyen de mobiliser le peuple de gauche, le peuple, on va dire, progressiste, révolutionnaire, sans utiliser le mot gauche. 10 ans après, on en est sorti de ça. On sort de 10 ans de Macron, le mot gauche, et ça c'est la mobilisation, redevient nécessaire, quoi. Nous, on n'a pas de problème à le mobiliser, au contraire, tu vois. Et là, ce signifiant ne devient plus vide. Il est même trop rempli. Maintenant, il y a même des verres où, tu vois, des Olivier Faure qui s'en réclament, quoi, tu vois, avec le NFP, voilà, les noisettes et tout. Donc, ce que fait Mélenchon, c'est qu'il va aller chercher un sujet, et là, il peut plus prendre un signifiant vide, il est obligé de prendre le mot peuple, dont on a parlé tout à l'heure, où il met de la matière dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il met comme matière? Il met aussi la matière nation. Parce qu'en fait, historiquement, la nation en France, ça naît à la Révolution. On ne se rend pas compte, mais nation est utilisée au pluriel sous l'Ancien Régime, sous la monarchie. Ça veut dire, tu sais, les petits peuples, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les régions, les nations, voilà, ça veut dire ça. Et le concept de souveraineté nationale et ensuite de souveraineté populaire naît là parce qu'en fait, c'est une transmission de souveraineté. La souveraineté est dans le roi et elle va être demain reprise soit par la nation et ensuite il y aura des débats, par le peuple, c'est-à-dire un nouveau sujet collectif qui se pense politiquement, qui se pense au présent, qui se pense comme transformateur. Et ça, c'est vraiment l'esprit révolutionnaire. Et Mélenchon, là, ce qu'il est en train de construire, c'est ça, c'est ce peuple-nation, en disant, bah, voilà son rapport à la réalité, les réseaux. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on appelait le tiers-État, par exemple, parce que le tiers-État, en fait, c'est pas un rapport de production, c'est un rapport d'État, de consommation dans l'Ancien Régime. Et puis voilà ce qui le constitue en tant que nation, qui il est. Voilà, et là, il va dire, bah, c'est des gens de nouvelle génération, c'est des gens avec des ascendants étrangers, c'est des gens... Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mobilisé pendant la Révolution française, de dire, en fait, tout le monde peut être français, cet universalisme-là, il est fondamental. C'est très intéressant Enfin, moi, je trouve ça très puissant qu'ils remettent ça au goût du jour. J'ai envie de dire, pour quelqu'un qui n'est pas communiste, mais qui est progressiste, c'est presque le maximum de progressisme possible et révolutionnaire qu'un non-communiste peut avoir en France, tu vois. Voilà. Ça va avec la capsule qu'on a fait là sur la matrice intellectuelle de la France insoumise là dans la commission sur l'islam et l'islamisme, où justement il réaffirme une sorte d'universalisme 2.0, on va dire, d'universalisme et d'universalisme concret, et qui peut aller avec ce côté Nouvelle-France, c'est-à-dire nouvelle conception de ce qu'est l'universalisme, non pas un universalisme qui a été historiquement blanc, qui a été historiquement colonisateur, tu vois, mais un universalisme qui pourrait se rapprocher, toute proportion gardée, de l'universalisme qui a été réclamé aussi par certaines révolutions de pays colonisés. Ce que je connais le mieux, c'est le Vietnam de Ho Chi Minh, mais aussi on pourrait penser à des révolutionnaires comme Sankara ou des gens comme ça, tu vois, qui étaient au fond, malgré Sankara en plus, et le Vietnam, c'est des populations qui ont vécu la colonisation au nom de l'universalisme et qui ont eux-mêmes repris, à travers le marxisme, l'universalisme à la bourgeoisie coloniale occidentale blanche, tu vois. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort là-dedans, de dire, non pas le rejet de l'universalisme, mais de dire, votre universalisme, c'est de la merde, et ce qui est universel, c'est ce qu'on est en train de construire, c'est les révolutions des peuples colonisés, c'est l'avènement d'une humanité libérée du joug bourgeois et du joug colonial, quoi, et racial. Il y a un très bon livre chez La Fabrique qui s'appelle La Révolution française et les colonies de Marc Bélissa. Il explique bien ça, justement, comment la diffusion des pures idées de la Révolution crée une dialectique avec les conditions concrètes des colonisés et qui prennent au mot sérieusement la Révolution française et que ça mobilise, justement. Un peuple composé de métissés, de créolisés, de minorités, de racisés, de Français d'origine musulmane, d'ubérisés, de précarisés. C'est la définition qu'en donne Clémence Guettet dans ce livre. C'est la définition qu'en fait Mélenchon à l'issue de grandes lectures, de travaux de sciences sociales, pour essayer de donner une autre conception du peuple et de la nation. C'est marrant qu'ils disent une autre conception du peuple et de la nation. Il y a quelque chose un peu où il se résout à une conception forcément d'extrême droite, j'ai l'impression que pour lui c'est la conception de base. Je suis pas si sûr que ça dans l'histoire des idées, on va dire, ça dépend vraiment, notamment la notion de peuple. La notion de nation est quand même historiquement une notion qui, après la Révolution française, a été
assez mobilisé par la droite. Mais la notion de peuple, pas forcément, tu vois, ça dépend. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et tout, enfin, c'est pas forcément quelque chose. Il dit une autre définition de la notion de peuple, la définition de Mélenchon, elle pourrait être une définition, au final, historique de la gauche de la notion de peuple, hein, tu vois, enfin, définition ouverte, on va dire. Autant la nation est souvent statique, souvent culturelle, autant le peuple, c'est toujours politique. Et surtout en France. Michelet, dans la Révolution française, c'est pourtant vraiment le historien bourgeois par définition qui dit la convocation des États généraux de 1789 est l'ère véritable de la naissance du peuple. Tu vois, elle appela le peuple à l'exercice de ses droits. Et ça, c'est vraiment le fond du fond du fond de la vision générale. Tu vois. Et dès que tu viens chercher le mot peuple, en général, c'est toujours pour l'opposer à quelque chose. Tu vois, c'est même à droite, comme le poujadisme, tu vois. Ils vont parler du petit peuple contre les élites. Donc c'est souvent quand tu veux faire de la politique, tu viens chercher le peuple. Alors que nation, comme tu l'as dit, effectivement, dans l'espace révolutionnaire, peuple et nation, c'est révolutionnaire. Après, ça se sépare, ça devient très culturel, ça devient très conservateur et tout. Et c'est quand tu refusionnes les deux, peuple et nation, que là, tu recrées cette matrice révolutionnaire. Et Mélenchon fait ça, justement. Il vient parler et de nation et de peuple. Si tu parles que de peuple sans de nation, t'es toujours de gauche, on va dire. Si tu parles que de nation, t'es toujours de droite. Si tu parles de peuple et de nation, là, tu deviens de gauche révolutionnaire et ça devient un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, dans sa stratégie quand même d'aller chercher des classes populaires en crise, Marine Le Pen, elle va utiliser des fois le mot peuple, mais elle va mettre le peuple français, tu vois, elle va rajouter l'adjectif derrière, tu vois, pour bien signifier qui c'est. Mais elle va aller le chercher, parce qu'elle est encore dans cette dynamique de je suis au-dessus des partis, je veux changer, je suis anti-système. Tu vas voir que Jordan Bardella, lui, c'est quelque chose qu'il va beaucoup moins utiliser, alors que la nation française, son économie, sa performance, son efficience, etc., c'est quelque chose que lui, il va mobiliser. Et donc cette séparation-là, c'est aussi la séparation idéologique qu'on va voir au sein du RN, quoi. Et pour rivaliser dans la perspective de 2027 au Rassemblement national. Donc là, vous pointez une différence si vous deviez mettre en avant des points communs. Il y en aurait au moins deux, je crois. La première, c'est quand même une critique de l'ensemble des élites, mais pas le même type d'élite. Il y a un discours anti-élite, mais pas le même. Pour le Rassemblement national, c'est les élites qui favorisent les mouvements migratoires, l'invasion migratoire. C'est pas du tout le cas de la France insoumise, c'est les élites qui font... Ça, ce genre de passage, moi, ça me tombe des mains. C'est nul. Quand on essaie de trouver des similitudes, tu sais, c'est genre en mode, eh ben, un cheval et un éléphant, c'est pareil, parce que ça a 4 pattes. C'est là, ouais, ok. Enfin, qu'est-ce que t'en fais là? Il dit, ben, ils sont anti-élites. Mais en quelque sorte, enfin, tous les partis ont un discours parfois anti-élite. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut rien dire. Puis surtout dans la période en fait hyper critique, ça va être compliqué d'être un parti pro-élite. Je voudrais bien savoir qui Même suis. Glucksmann est faussement anti-élite. Enfin, je veux dire, c'est bidon. Exactement. Mais t'imagines un gars qui dit moi je vais faire un parti pour gagner la présidentielle en disant je suis pro-élite, les élites ont raison, tout ce qu'elles font c'est bien, toutes les politiques menées par elles Delesquin fait ça. c'est super. Et vous êtes des cons. Et les gens qui votent, vous êtes des cons. Élisez-moi et fermez vos gueules après parce que vous seriez pas capable de le faire à ma place. Tu vois. Donc, bon, ça n'a aucun sens. Le travail des journalistes, là, de vouloir, tu l'as dit en entrée, de vouloir Le faire à cheval. les rendre similaires. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui les réunit. Ils sont l'alternative absolue. Et pourquoi ils veulent les réunir? Parce que si tu les mets dans le même sac, ça veut dire qu'en fait, ils s'opposent tous les deux à un autre. Et c'est cet autre-là que les médias Ah bah veulent oui, nous vendre. et le titre de l'émission, c'est présidentiel, un populiste peut-il s'imposer? Donc l'idée, c'est de se dire Mélenchon, Bardella, même combat. Hein. C'est ça, Je te dis, c'est le truc d'Enthoven. favorise le Exactement. néolibéralisme. Ce n'est pas exactement la même chose. L'autre point commun, c'est la critique de l'Union européenne, avec là aussi des arguments différents. Voilà. Mais je crois que c'est les deux points fondamentaux. Non mais là, c'est archi faux, ce gars. Et dépassé. Ah ouais, il est prof émérite, mais en fait, c'est le gars, il a fait son cours en 2012, et il dit Le Pen et Mélenchon critiquent l'Union européenne. Déjà, Le Pen ne critique plus l'Union européenne, quasiment plus en réalité, tu vois. Enfin, vraiment, Ah non, il y a pas une du tout. intégration du RN à l'Union européenne, et aussi parce qu'il y a une droitisation de l'Union européenne, il faut le dire aussi. Donc c'est absolument faux. Et même Mélenchon critique moins l'Union européenne qu'avant, même s'il reste plus critique que Le Pen. Mais vraiment, c'est bidon de dire qu'ils se rejoignent là-dessus, tu vois. Et puis ils se rejoignent pas du tout en plus sur la critique. C'est genre, c'est pas deux souverainistes, quoi, tu vois. Plus personne n'est souverainiste dans les deux. Le Pen va critiquer un peu de manière démagogique on donne trop d'argent aux autres pays. Et Mélenchon va dire on est obligé d'appliquer des politiques austéritaires. Mais dans les deux cas, c'est une critique des politiques de l'Union européenne, bien plus que de l'Union européenne en soi. Et il n'y a vraiment plus du tout de souverainisme. Je pense que c'est un problème d'ailleurs, sur le plan d'un travail de classe, de ne pas ramener l'Union européenne comme, non pas un
projet à démonter de manière centrale, mais comme une des cartes du néolibéralisme de Bah, son c'est un hégémonie. outil Voilà. du néolibéralisme, c'est sûr. Ouais. Mais ils auraient pu mettre un troisième point commun, ils auraient pu dire ils s'opposent tous les deux à Macron, donc ils sont pareils, tu vois. Mais le fond de l'affaire, c'est exactement ça. C'est que justement, pour faire exister Macron, il faut les mettre dans le même sac et dire, ah, ils s'opposent tous les deux à Macron. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le macronisme survit. On le voit dans les votes au Ce qui est Parlement. marrant, et tout. c'est qu'entre deux tours, ces mecs-là, ils se réveillent et ils réopposent Le Pen à Mélenchon. C'est-à-dire qu'une fois que Ah oui. tu te retrouves avec Le Pen contre Macron, bah, ces gars-là te disent plus aux électeurs de Mélenchon, bah non, mais votez Le Pen parce qu'en fait, vous avez à peu près le même projet et tout, votez Le Pen contre Macron. Ils te disent, ah bah non, mais regardez, en fait, c'était une nazie depuis le début. Alors que 3 semaines avant, ils disaient Mélenchon égale Le Pen, tu vois. Et si demain, tu as un deuxième tour Macron-Mélenchon, ou Gabriel Attal-Mélenchon, ils vont dire aux électeurs de Le Pen, ah non, mais regardez, c'est le Venezuela en face. Ils savent très bien, en fait, que Le Pen et Mélenchon, c'est les deux vraiment opposés le plus possible sur le spectre politique, tu vois. C'est pour ça que nous, on dit, tu sais, de radicaliser le programme et de se battre prioritairement contre l'autre gauche, tu sais, à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, longtemps, en 2017 et en 2022, en fait, les trois avaient besoin l'un de l'autre. Le Pen, Macron, ça faisait un triptyque cohérent et chacun se tapait dessus. Macron avait une cohérence, il était minoritaire dans ses blocs, mais comme il était unique, il arrive au second tour et puis il raflait la mise en prenant, tu vois ce que je veux dire, les voix de la gauche, quoi, face au RN. Mais si tu veux, ça leur donnait une consistance, chacun de se taper entre eux. Là, Macron est mort. Et le pire truc que pourraient faire, les deux d'ailleurs, bon, j'espère qu'ils le feront au RN, ce sera une preuve de leur échec, mais le pire truc que pourrait faire Mélenchon, c'est de vouloir taper sur Macron. C'est-à-dire de se croire encore en 2017, le néolibéralisme, ou en 2022, on va contre Macron. Non, Macron est mort, tout le monde le comprend. Maintenant, les Français, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'ils doivent faire le choix égalitaire ou le choix raciste, quoi. C'est plus de savoir s'il y a un troisième tour Macron. Il n'y aura pas de troisième tour Macron, il ne sera pas là, personne ne veut de ses successeurs, Philippe est en train de perdre du crédit. Donc la question, c'est plus ça. Et donc la question maintenant, c'est l'hégémonie sur la gauche. Donc toutes ces logiques, à mon avis, de populisme, on en est très loin, même de peuplisme me semble un petit peu problématique. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est la question de quel est le sujet collectif qui doit porter la reconstruction du pays post-Macron. Et ça, c'est un sujet de classe. J'ajouterai un troisième, c'est la Ah, question bien de la entendu. guerre en Ukraine, pour laquelle les deux jettent avant tout la responsabilité de la guerre, non pas à Poutine, mais aux États-Unis et à l'OTAN. Je pense que c'est faux encore. Non, c'est pas vrai du tout, hein. C'est n'importe quoi. Enfin, du côté du RN, il y a eu un ralliement sur cette question à l'impérialisme, hein. Et puis même Mélenchon a un discours qui est, malgré ce qu'il dit, qui est beaucoup plus équilibré, on va dire, que ça. Il va te dire, oui, il y a les États-Unis, l'OTAN, qui ont voulu intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, qui ont voulu un peu mettre le feu au gaz, mais il te dit, mais c'est quand même Poutine qui a traversé la frontière. C'est pas un poutinolâtre ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc vraiment, c'est pas vrai, hein. Ce qui est marrant, c'est que tu es vraiment dans la guerre ukrainienne parce qu'au lieu de dire le feu aux poutres, tu as dit le feu au gaz. Donc ça doit être le pipeline, le Nord Stream. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien trouvé. Oui, non, ça n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment des trucs de plateau télé, mais bidon de A à Z, hein. Encore une fois, ce gars est en 2015, hein. En 2015, il aurait dit ça. Elle était plus pro-Poutine en 2015. Le Pen, aujourd'hui, c'est pas vrai. Elle avait les financements aussi. Ouais, c'est ça. Mais professeur émérite, ça veut dire professeur retraité, hein, pour les gens qui savent pas. Il est retraité depuis un gros moment, le gars, quoi. Le point commun des populistes, c'est d'identifier un peuple sain, naturellement sain, parfois ignorant des misères qu'on lui cache, et qui est exploité, amoindri par des parasites. Personne parle de peuple sain. Tu Bah, l'extrême droite a ça, si tu veux. vois. Mais sur l'extrême droite, mais pas à gauche. Oui. Mais non, mais c'est pour ça, je te dis, ça n'a aucun sens de cette logique-là. C'est un peuple, il n'est pas sain en lui-même, il est oppressé. Et cette idée de parasite est intéressante. Nous, on a fait un entretien assez intéressant dans le dernier numéro de Position Revue avec Michel Feher, qui parle du producérisme, la façon dont on va opposer ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas, les gens qui bossent et les gens qui ne bossent pas. Après, il y en a qui déclinent ça sur parasite et tout, la France des allocs et tout. Et cette idée, effectivement, de parasite, je trouve ça intéressant parce que c'est pour moi une impasse, on le dit, allez voir l'article, on le dit, qu'on les considère en haut ou en bas. C'est déjà mieux de les considérer en combat. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense que l'extrême droite est significative parce qu'elle pense justement que les parasites sont en haut et en bas. Tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment le Trumpisme. Et en définitive, en bas. Voilà, et en définitive, en bas. Trump se revendique genre, je suis une élite qui va vous débarrasser des parasites de l'élite d'avant, tu vois, les démocrates, pour vous débarrasser ensuite de l'élite d'en bas, tu vois. Là où effectivement le parasitisme qui pouvait exister dans la gauche, c'est de dire, bah, la bourgeoisie est là, mais ne sert à rien, tu vois, elle sert juste à capter la plus-value, ce qui est pas inutile,
mais ce qui est un peu faux, tu vois, et ce qui malheureusement, justement, permet, par cette similitude de signifiants, permettre aussi à l'extrême droite de justement justifier son parasite. Ça légitime qu'il y a cette logique de parasite. Pour moi, c'est pas un affrontement de classe, quoi. Surtout que si la bourgeoisie n'était que parasite, ça ferait longtemps qu'elle serait plus là, tu vois. Elle a une utilité dans le système de production. Elle a même parfois, quand on parle de petite bourgeoisie ou même de bourgeoisie qui commence à être petite, moyenne bourgeoisie, un rôle d'encadrement, de structuration de l'appareil de production qui pourrait être fait sans extorsion de la plus-value et sans propriété privée, mais qui est quand même là. Le réduire juste à un rôle parasite, c'est en faire presque des rois fainéants. C'est pas vrai, tu vois. C'est vrai pour peut-être quelques pélos milliardaires dans le monde, tu vois, mais c'est pas vrai pour la majorité des petits bourgeois et des bourgeois, tu vois. Et c'est vrai que ce terme de parasite est un peu gênant. Et dans la bouche de l'extrême droite, moi j'ai vu l'apparition aussi d'un nouveau parasite qui est le parasite du milieu. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, mais Dans la dis-moi, bouche de vas-y. Jordan Bardella, le parasite du milieu, j'appelle ça comme ça, c'est le fonctionnaire. Le fonctionnaire est un parasite très aussi, juste. tu vois. Alors que c'est pas quelqu'un du bas, le fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui est au RSA ou je sais pas trop quoi. Mais c'est aussi un parasite. Il serait là à profiter de privilèges que les autres n'auraient pas, et puis à rien foutre en fait dans les bureaux, parce que quand même les fonctionnaires ils foutent rien, tu vois. Il y a vraiment ce discours-là, tu vois. Tu me fais la passe D avec un autre entretien du dernier numéro de Position Revue, dont j'ai fait aussi les questions, avec Stefano Palombarini et Bruno Amable, où justement on parle de ça. Que le bloc de gauche, c'est justement ce bloc de classe où on va inclure aussi le fonctionnaire sur lequel l'extrême droite va taper comme quelqu'un qui, en fait, serait improductif. Et là, on a le producérisme de Michel Ferrer, tu vois. Et c'est là où on voit que, en fait, quand tu fais peuple, bah, ça marche pas trop, tu vois. Parce que dans le peuple, il y a les Nicolas qui payent, tu vois. Il y a ces gens-là, et ces gens-là détestent d'autres membres du peuple qui peuvent être au même niveau de consommation, au même niveau d'accès au réseau que sont les fonctionnaires, tu vois. Les fonctionnaires territoriaux, les cadres et tout. Et cette opposition, elle a assez peu de sens, en fait, cette opposition de peuple, parce qu'elle va grouper tout ça, alors qu'en fait, il y a des blocs de classe, et il y a effectivement un bloc de classe qui soit le salariat généralisé, c'est-à-dire privé, public. Il a oublié de le dire tout à l'heure, tu sais, quand il dit il redéfinit la nation, le peuple, il dit bah oui, il y a des gens racisés, effectivement, nous on en parle, féminisés. Ça, c'est la dynamique de, et on est d'accord avec Mélenchon, de cette nouvelle France en termes d'identité, mais c'est pas ça le fond. C'est qu'en fait, cette nouvelle France-là, si elle réapparaît aujourd'hui partout dans les médias, etc., c'est qu'elle s'empare justement de cet espace où il y a des manettes de productivité, c'est qu'elle a des diplômes d'ingénieur, qu'elle est journaliste, qu'elle est prof, etc. Là où justement, historiquement, c'était des mondes blancs masculins. Pourquoi il y a une lutte aujourd'hui du sujet collectif féminin, du sujet racisé? Parce que ces gens-là sont en train de s'emparer des manettes du milieu et sont en train de lutter pour transformer l'appareil de production, quoi. Alors, il se trouve que les parasites, tu l'as dit, ne sont pas exactement les mêmes. Les parasites pour la France insoumise, c'est la finance néolibérale. Quoi qu'on retrouve cette accusation aussi en partie au Rassemblement national. Heureusement que la France insoumise dit pas ça, hein. Heureusement que la France insoumise dit pas les parasites de la finance néolibérale, parce que pour le coup, ça renvoie quand même vachement à l'imagerie antisémite, tu vois. Ah bah bien sûr. Ils se feraient taper dessus H24 en faisant ça. Donc heureusement que pour le coup, ils font pas ça, et ils parlent de bourgeoisie, la France insoumise. Ils en parlent peut-être pas assez, ils en parlent peut-être pas de la manière la plus précise du monde, mais ils parlent de bourgeoisie. Mais t'imagines si Mélenchon disait, Hollande s'est fait, on dit élire sur mon ennemi c'est la finance. Imagine Mélenchon en meeting demain, il dit mon ennemi c'est le banquier international cosmopolite. Ça y est, c'est la déferlante, quoi. Donc non, heureusement qu'ils sont plus fins que ça et qu'ils tombent pas justement dans ce truc-là d'ailleurs, qui serait ce qu'on appelle le socialisme des imbéciles, quoi. Comme on disait historiquement avec Bebel, c'est-à-dire la façon dont on confond le capitalisme avec des gens qui peuvent parfois l'incarner, quoi. Pas les parasites du bas qu'on retrouve au Rassemblement national, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la France des assistés, ou alors les immigrés, les migrants qui sont venus là empêcher les producteurs, c'est-à-dire les Français, de profiter des richesses qu'ils produisent, mais qui sont empêchés. Et cette double empêchement par le haut et par le bas est, à mon avis, quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des populismes, avec cette différence entre le Rassemblement national et la France insoumise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu vois la dépolitisation du truc. Jamais ça ne parle des projets de transformation. Jamais ça dit pourquoi on vient chercher telle classe ou tel signifiant, tel sujet collectif. À chaque fois, on analyse de manière froide, un peu statique, immédiate, et jamais on va dire non mais en fait si le projet de la France insoumise ne tape pas sur ceux d'en bas, les migrants ou les assistés ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est profondément un projet humaniste qui veut justement répartir les choses, répartir la propriété, pas assez à notre goût, etc., répartir les richesses, et qu'en face, il y a des gens qui ne doivent pas avoir les parasites, les assistés, ceux d'en bas, les fonctionnaires, tu l'as bien dit, parce que justement, ils veulent gérer des ressources qu'on considère comme limitées et pénuriques, tu vois. Et ça, à chaque fois, ça passe à côté des choses, parce que c'est le fond de l'affaire, c'est
comment aujourd'hui on résout le problème de la crise de mode de production. Bah, clairement, ouais, clairement. Et puis en plus de ça, tu sais, quand ils parlent des parasites d'en bas, en vrai de vrai, ils disent c'est le Rassemblement national. Mais en quoi est-ce que Macron ne le fait pas aussi? Tu sais, quand il Oui, parle de se lever tôt, de traverser traverser la la rue. rue, quand il tape H24 sur les plus démunis, les gens qui peuvent pas accéder, je sais pas, à certains soins, quand il envoie sa police retourner des tentes de migrants, des choses comme ça. Enfin, la réalité, c'est que cette histoire de taper sur les gens d'en bas, c'est pas juste Jordan Bardella, c'est l'intégralité de la droite représentée de Macron à Sarah-Knafo, tu vois. Une petite conclusion rapide, parce que c'est un truc important. Cet instinct du peuple et tu t'as bien fait de parler du milieu, etc. Chez Mélenchon, parce qu'on va en parler avec le graphique, c'est comprendre aussi que les révolutions, elles sont toujours faites par des espaces un peu en crise, mais qui sont forcément toujours intermédiaires. Tu sais, c'est souvent ça, évoquer ça quand on fait le graphique, etc. C'est des gens qui ne sont pas dans les espaces normaux du graphique. Les espaces normaux du graphique, c'est, t'as rien en termes de revenus ou de subsistance, mais tu n'as aussi aucune manette du pouvoir, tu es en bas à gauche. Ou alors, l'espace normal absolu, c'est tu as tout, tu as les plus hauts diplômes, tu as les plus hauts héritages, et donc tu es l'homme le plus riche. Voilà. Pour toi, le monde fonctionne, on va dire, normalement. C'est un monde qu'on subit de l'autre côté, et effectivement, on est oppositionnel à ce monde-là, mais on n'a pas les manettes pour pouvoir casser, on va dire, ce monde-là. On n'a pas les manettes, on n'a pas le rapport, l'intégration au système pour pouvoir dire il y a moyen de faire différemment. De l'autre côté, bah, vous le voyez bien, vous avez tout de A à Z. Voilà, vous avez aucun, c'est pas que vous avez les manettes pour tout changer, mais vous n'avez aucun intérêt à tout changer. Voilà. Au milieu, il y a un peuple révolutionnaire et le peuple révolutionnaire français, si on fait la même chose, c'est un peuple. Si on prend Robespierre ou etc., tous ces gens qui ont été les députés montagnards du tiers-état ne sont pas les paysans ou les premiers ouvriers extrêmement précarisés. Voilà, ce sont des gens qui ne sont pas assez en haut à droite, pas assez en bas à gauche, c'est-à-dire qui n'ont pas une totale précarité qui les oblige à être dans la survie quotidienne et qui ont quand même intérêt parce qu'ils sont au milieu, qui ont quand même des prises, des connaissances. Robespierre est avocat, qui ont quand même des connaissances du monde, comment il fonctionne de manière assez totale, qui ont des relations, etc., et qui peuvent changer les choses. Et bien, les révolutions se passent toujours à ces niveaux-là, ces niveaux intermédiaires, ces classes-là qui, justement, ont intérêt à changer les choses et aussi des leviers pour le faire. Quand vous avez intérêt mais aucun levier, bah, c'est rarement révolutionnaire. Quand vous avez tous les leviers mais aucun intérêt, c'est jamais révolutionnaire. Et quand vous avez intérêt et quelques leviers, là, il se passe quelque chose. Et Mélenchon, quand il vient chercher aussi le peuple, de manière plutôt intuitive ou quoi, il essaye de catégoriser ça. Nous, ce qu'on va dire, c'est que c'est encore trop vague. En fait, il faut aller regarder un peu plus. C'est là où nous, on va être plus fin. On va dire, voilà, c'est des classes, profession intermédiaire, 4 sup, assez jeunes, de 25 à 40 ans, beaucoup plus racisés, prolétarisés, beaucoup plus féminisés. Et là, on a un sujet révolutionnaire de classe qui a les moyens encore de transformer la société et qui aussi en a l'intérêt. Et si on regarde bien, c'est les classes qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, on va s'arrêter là. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous aider sur le Tipeee, à vous abonner à toutes les chaînes. Vous connaissez Twitter, Insta, TikTok, tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! C'est la lutte finale.